Charles Martin, Bonjour. merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, je suis de retour à Paris, tu sais, pour le documentaire que je réalise sur le bonheur. Donc comme je t'ai expliqué, j'ai fait 200 000 km, plus de 1500 interviews, et me voilà de retour à Paris. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est c'est quoi le bonheur? Ça, c'est un vaste sujet. Je dirais c'est un état d'âme au quotidien où on se sent bien. Donc c'est quelque chose dont on peut considérer que c'est relativement stable. En tous les cas, pour moi, il y a des choses qui sont relativement stables. Voilà. Puis il y a une partie qui fluctue aussi en fonction des événements qui nous arrivent dans la vie. Donc quand on a une bonne nouvelle, bah, il y a des choses qui bougent. Des mauvaises nouvelles, bah, ça bouge un peu dans le négatif, mais ça revient à un niveau qui fait que bah, on se sent bien et on fait des choses qui ont du sens pour soi. Personnellement, j'aurais tendance à considérer que c'est des choses aussi dont, dont je pense que ça va avoir une utilité pour d'autres personnes aussi. Ça donne du sens à ma vie. Donc ça, le fait d'être au service des autres, le fait de faire des activités bénévoles aussi, rendre service et puis prendre du plaisir surtout avec les personnes qui me sont proches, quoi, avec ma famille, mes enfants, ma conjointe. Ça, c'est vraiment important. Les amis aussi. Donc le bonheur, c'est partager des moments avec ces personnes-là, ça c'est sûr. C'est quelque chose auquel tu avais déjà réfléchi ou c'est ton évolution personnelle qui t'amène à avoir cette définition aujourd'hui? J'aurais tendance à dire que c'est l'histoire personnelle. L'histoire personnelle quand on perd des choses, par exemple. Ou oui, voilà, quand on a un sentiment de perte, puis du coup on se dit, bah tiens, ce qui reste, finalement, faut en prendre soin, quoi. Donc du coup, on apprécie peut-être mieux les choses après un problème de santé, par exemple, ou après voilà, des aléas de la vie, on va dire. Et donc c'est en vieillissant, c'est en grandissant, en étant confronté à la vie, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Oui, alors j'ai un parcours un peu biscornu. J'étais au début professeur d'éducation physique et sportive pendant 18 ans. J'étais professeur adjoint, après j'ai été chargé d'enseignement, professeur certifié, professeur agrégé. Et puis ce qui m'intéressait quand j'ai travaillé en lycée professionnel, c'était de voir que j'avais des élèves qui étaient capables de rebondir après des échecs, et puis d'autres au contraire qui ont un peu tendance à s'enfoncer, et puis à être tirés vers le bas. Et du coup, je me suis intéressé à trouver des explications à ça. Ça m'a amené à travailler sur la notion d'optimisme. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé bah, sur le domaine de la psychologie positive. Alors, sur la psychologie positive, ça, je le dois à une personne, pas à 50 personnes, à une seule. Cette personne, c'est Philippe Sarrazin, qui était mon directeur de thèse et qui m'a poussé à aller au premier congrès européen de psychologie positive en 2002, qui était organisé à Winchester par Ilona Boniwell. Donc, j'y suis allé et depuis, je suis resté dans la mouvance. Et depuis, bah donc, je me suis toujours intéressé à la notion d'optimisme, comment cette variable interagit avec d'autres variables, comment elle explique d'autres variables, l'importance qu'elle peut avoir pour nous. Donc ça, c'est vraiment un parcours, on va dire, professionnel qui a démarré en tant que prof d'éducation physique et sportive en 85. Et puis 2004, je suis passé maître de conférence à l'université de Rennes, à l'ESP de Rennes plus précisément, où je suis toujours à l'heure actuelle. J'ai soutenu mon HDR en 2013. Voilà quoi. Et avant d'avoir cette carrière professionnelle, j'étais athlète de haut niveau en aviron. Donc j'ai été athlète de haut niveau en aviron, j'ai été en équipe de France, j'étais en préparation olympique pendant une année et j'ai arrêté sur blessure. Après, ce qui m'a d'ailleurs, alors forcément des regrets quand on a la possibilité d'aller au jeu puis qu'on n'y va pas, donc forcément, je pense que j'ai pas défendu mes chances comme j'aurais dû le faire, mais ça m'a permis aussi de grandir et de comprendre des choses qui me sont très utiles en tant qu'entraîneur. Donc j'ai été entraîneur après, rien à voir, en savate boxe française, donc pendant 25 ans à peu près, et puis là je suis revenu vers l'aviron et j'ai de temps en temps, j'interviens de temps en temps auprès d'athlètes qui sont dans un centre d'entraînement qu'on a au club d'Angers. Voilà, donc j'ai une vision assez large par rapport à l'activité physique qui est au départ donc l'activité physique, la performance sportive, mon domaine de prédilection, quoi, avec le versant psychologique de la performance. Sacré parcours. Oui, c'est un parcours vraiment biscornu pour en arriver où je suis maintenant, et j'ai la chance de faire partie de ces gens qui ont la possibilité de choisir ce qu'elles veulent faire sur le plan professionnel, et je fais des choses qui me passionnent.
Donc j'ai eu un parcours sportif avec un questionnement sur les déterminants psychologiques de la performance sportive et notamment ce qui pouvait expliquer la capacité à rebondir après des échecs. Et puis forcément, ça a aussi été un travail d'introspection, puisque moi, après la blessure que j'ai eue avant les Jeux de Los Angeles, j'ai pas su revenir après. Alors pour X raisons, bien sûr, hein, c'est toujours très complexe. N'empêche que moi, j'ai pas su revenir. Donc ça m'a amené à faire un travail d'introspection. Et puis après, j'ai travaillé avec différents types de cadres théoriques, ce qui m'a amené à travailler, par exemple, à partir de 1997 avec Martin Seligman. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à échanger avec lui à cette époque-là sur la notion de style explicatif. Et depuis, je suis resté en contact avec lui. J'ai été en contact avec Christopher Peterson, qui est malheureusement décédé maintenant. Et ça m'a permis effectivement d'avancer dans mes travaux. Et après, au fil des rencontres, puisque les congrès, des choses comme ça, c'est justement la richesse qu'il y a, c'est de rencontrer des personnes. Et là, j'ai rencontré des personnes qui sont fantastiques, quoi. Que ce soit Barbara Fredrickson, Bob Vallerand, Martin Seligman, Mike Csikszentmihalyi, qui est vraiment une personne, une très très belle personne, et puis bien d'autres, et puis des personnes, et des Français bien sûr, Jacques Lecomte qui est super, Ilona Bonniwell qui est maintenant bientôt française, en tous les cas, qui est française d'adoption, puis Rebecca Shankland, et tous ceux qui d'une manière large m'aident au sein de l'association française de psychologie et francophone de psychologie positive. C'est vraiment un plaisir que de travailler avec ces personnes-là, quoi. Alors, quel est le fruit de ta recherche du coup? Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça, quoi? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs types de choses qui en ressortent. Alors, là, forcément, je vais être amené un petit peu à segmenter les choses. Moi, mon corps de métier, c'est quand même le fait d'avoir été enseignant, et je considère mon métier comme étant forcément focalisé sur la recherche de solutions pour les enfants. Comme j'ai été en prof en lycée professionnel industriel, donc forcément avec des élèves qui très souvent ne choisissent pas cette filière-là, ou en collège de réseau d'éducation prioritaire, j'ai été confronté à des élèves qui étaient un peu en difficulté ou en souffrance. Donc forcément, les lectures, les rencontres, les travaux de recherche m'ont conduit à avoir une vision plutôt bienveillante de l'école et à savoir comment faire pour trouver des solutions pour accompagner les enfants. Et là, les travaux par exemple d'Ilona Bonniwell m'ont marqué sur la notion de recherche des forces de caractère chez les élèves, essayer de se focaliser sur ce qui va bien chez eux, de manière à faire en sorte que ce qui va bien leur permette de s'en sortir par la suite. Ce qui change complètement du discours qu'on a à l'heure actuelle en France, où quand un élève a 15 sur 20, souvent on se focalise plutôt sur les 5 points perdus que sur les 15 points gagnés, tout en cherchant à faire en sorte que l'élève prenne confiance en lui. Donc ça va pas. Mais ça m'a aussi amené au niveau de l'entraînement à me questionner, c'est-à-dire que est-ce qu'un plan d'entraînement... est-ce que c'est chercher chez l'athlète à corriger tout ce qui ne va pas et toujours dans l'optique de lui faire prendre confiance en lui et de le faire progresser, alors que si on pointe sur ce qui ne va pas, c'est pas ça qui va l'aider à prendre confiance. Donc du coup, ça m'a amené à prendre du recul par rapport à mes pratiques et puis à modifier, à ajuster. J'aurais tendance à dire que du coup, ce que j'en retiens, c'est la notion de temporalité. Longtemps avant, je vais travailler sur les points forts et sur les points faibles. Pourquoi travailler sur les points faibles et pourquoi travailler sur les points faibles à l'école, c'est important? Parce que apprendre, c'est quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire et qu'après on sait faire. Donc forcément, il faut repérer quelque chose qu'on ne sait pas faire à un moment donné. Mais du coup, les points forts, à quoi vont-ils servir pour pouvoir justement apprendre? Et ça, que ce soit dans le domaine scolaire ou dans le domaine sportif. Dans le domaine sportif, par exemple, c'est identifier ses points forts et créer les conditions de les utiliser ou apprendre à utiliser ses points forts pour corriger les éventuels points faibles. Mais n'empêche que ça change complètement, de mon point de vue, sur la philosophie de l'entraînement, mais aussi sur la philosophie de l'enseignement. Alors, il ne s'agit pas non plus de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est bien ce que j'ai dit. Quand on apprend, c'est bien qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, et donc il a bien fallu le pointer, ça, qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas faire. Et apprendre, c'est quand après on réussit à le faire, et qu'on réussit à le faire avec de plus en plus de réussite et au moindre coût. Donc moi je pense que ça, c'est vraiment un point important. Et pour que l'élève soit amené à utiliser ses forces, à un moment donné, il faut développer en lui l'espoir, développer en lui l'optimisme, quoi. C'est-à-dire, nous devons, quand on est enseignant ou quand on est intervenant avec des jeunes, être optimiste quant aux chances qu'on pense que l'enfant a de progresser, parce que ça, il va forcément le ressentir. Donc ça, je dirais que c'est des choses qui m'ont marqué sur mon métier d'enseignant et de formateur d'enseignants. Alors après, maintenant, je travaille sur des choses peut-être un peu plus, on va dire, fondamentales, sur par exemple
vérifier si des personnes qui ont un profil plutôt type optimiste, on va dire un niveau d'optimisme élevé, ont plus tendance à se focaliser sur des émotions positives que des personnes qui ont plutôt un profil bas en optimisme. Alors ça, ce serait quelque chose d'un peu plus fondamental pour répliquer des travaux qui existent déjà, mais dans l'optique d'une intervention. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement augmenter le niveau, voir si en augmentant le niveau d'optimisme, ça change des choses sur la perception au niveau émotion. Alors pourquoi les émotions, notamment positives, sont-elles importantes? Parce qu'on sait qu'une personne qui ressent des émotions positives va prendre plus d'informations dans l'environnement, va prendre ses décisions plus vite, va prendre des décisions plus pertinentes. Dans certains domaines, c'est extrêmement important. Et après, on sait aussi que les émotions positives, ça va être l'un des paramètres, notamment du bonheur, la dimension hédonique du bonheur. Donc, vous voyez, en fait, finalement, les choses, elles sont liées, quoi. À un moment donné, les choses sont liées. Si je devais résumer très très vite ce que je fais, je suis passé d'une logique descriptive à une logique plutôt d'intervention. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'intervenir. Quand on parle d'optimisme, par exemple, on dit bah voilà, les optimistes, ils ont tout plein d'avantages et les pessimistes, ils ont tout plein d'inconvénients. Ok, en admettant que ce soit vrai, parce que c'est pas toujours vrai, mais en admettant que ce soit vrai, qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui aurait plutôt tendance à être pessimiste? Voilà, la question elle est là. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intervention par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter le niveau d'optimisme ou le niveau d'espoir et quels sont les effets bénéfiques de l'augmentation du niveau d'espoir. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en ce moment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur des variables comme la prise d'information, des variables physiologiques, le flow par exemple aussi, et bien sûr aussi le bien-être, le bonheur. Et le flow, on sait qu'il y a une relation aussi flow-bien-être. C'est clair, donc ce qui veut dire qu'on peut considérer qu'il y a des outils pratiques qui pourraient nous permettre de tendre vers le bonheur? Oui, je pense que d'ailleurs ça a été démontré par les travaux de Sonia Lyubomirsky, il y a une partie du bonheur qui serait une partie qui serait innée, mais il y a une grande partie qui dépend de nous. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument battre en brèche les messages qui sont très régulièrement divulgués à la télévision, où on a l'impression que quoi qu'on fasse, on n'y peut rien, quoi. C'est vraiment comme si on était complètement impuissant, quoi. C'est la crise économique, on n'y peut rien, c'est la panique partout, on n'y peut rien. Moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, si nous, chacun à notre niveau, on était capable, nous, d'agir avec nos voisins, avec nos élèves, avec notre famille, avec notre conjoint, vraiment à notre échelle à nous, ben déjà, je pense qu'il y a déjà énormément de choses qui s'arrangeraient, quoi. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont sous notre contrôle. Alors après, dans le domaine de la psychologie positive, on retrouve des exercices du type les 3 bonnes choses, c'est-à-dire être capable de pointer les choses bien qui nous arrivent sur une journée ou sur une semaine. Donc là, ça dépend du type d'exercice, mais n'empêche, à un moment donné, ne pas regarder que ce qui va pas, mais aussi être capable de regarder ce qui va bien. C'est exactement ce que j'évoquais aussi quand je parlais de la note de 15 sur 20 avec un enfant. Si on veut regarder absolument ce qui va pas, on va trouver ce qui va pas, ça c'est sûr. Donc je pense qu'on doit aussi être capable de pointer notre attention sur des choses qui vont bien, parce que malgré ce qu'on veut nous faire croire, tout ne va pas si mal quand même. Faut pas exagérer, quoi. Donc c'est clair. Est-ce que ça serait erroné de dire qu'il y a plus de choses positives sur notre Terre que de choses négatives qu'on nous véhicule à travers les médias? Alors moi, ça c'est ma conviction profonde. Il y a beaucoup plus de belles personnes, de personnes dignes d'intérêt, de belles choses qui se passent au quotidien que de personnes qui sont des personnes qui sont malfaisantes et de choses mauvaises qui arrivent chaque jour. Sauf qu'on attire notre attention sur tout ce qui va pas, quoi. Alors vous avez l'ancien président du réseau européen de psychologie positive, Hans-Henrik Knoop, qui est un Danois, et qui a monté un module de psychologie positive à l'école de journalisme de Copenhague, par exemple, justement pour former les journalistes aussi à voir les choses qui vont bien. Mais est-ce qu'ils ne sont pas dirigés par le directeur de la chaîne ou du média en question, quoi? Ouais, alors peut-être que le négatif, ça fait mieux vendre, c'est sûr. Barbara Fredrickson, d'ailleurs, elle a montré que effectivement, on était plus attiré par le négatif que par le positif, mais ça, je pense que c'est tout à fait logique, parce que dans notre évolution, en termes d'espèce humaine, si face à un ours avec des grandes dents, des grandes griffes, on avait manifesté de la joie, je pense qu'on se faisait croquer, quoi. Donc, avoir peur, ça permettait de se sauver, se mettre en colère, ça permettait de faire face, et ça, je pense que c'est ancré dans nos gènes. Mais je pense qu'en 2016, on doit être capable aussi de voir d'autres choses que ça et être capable de focaliser aussi notre attention sur des choses qui vont bien. Parce qu'il y a des choses qui vont bien. Et si on est capable de les voir, on va s'en sortir, on va se sentir d'autant mieux, quoi. Alors les gens vont peut-être se poser la question, on les voit où, les choses positives? Moi, je pense qu'on les voit sur des petites choses au quotidien, quoi. Des toutes petites choses,
Moi, enfin, c'est des choses très, très bêtes. Un jour, je vais acheter du pain, j'aime bien les baguettes bien cuites. Bah, la boulangère, elle me dit, tiens, bah, attendez, celle-là, je vous la donne, elle est trop cuite. Bah, c'est sympa, quoi, elle n'était pas obligée de le faire. Un jour, j'ai oublié mon téléphone dans le train. Un téléphone, un beau téléphone, quoi. Et ben, il y a une personne, elle est sortie du train en me courant après pour me rendre mon téléphone, au risque de rater son train en plus. Bon, Génial. bah, franchement, soi-disant, les gens sont malhonnêtes et bah non, c'est pas vrai. Et puis après, il y a aussi, là, on va dire que ce type de choses, on peut considérer dans une certaine mesure, ça dépend de ma manière de voir ce qui m'arrive. Mais il y a aussi des choses qui sont relatives à mes pratiques, à moi. Par exemple, on sait que si j'ai une pratique physique régulière, intensité modérée, ça va aussi avoir un effet sur mon niveau de bien-être, sur mon niveau de bonheur. Et donc ça dépend entièrement de moi que d'être capable on va dire, de me plier à une certaine discipline pour faire de l'exercice physique. Et cet exercice physique, alors évidemment, moi j'étais athlète de haut niveau avant, je suis resté sportif dans l'âme et je fais toujours du sport pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que maintenant j'ai de l'arthrose partout, comme quoi il y a aussi le revers de la médaille. Mais c'est aussi tout simplement prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, se déplacer à pied plutôt que de prendre forcément sa voiture. Des choses de ce type-là, dont il a été montré, notamment par les travaux de John Ratey, que ça avait des effets extrêmement bénéfiques, à la fois en termes de bien-être et en termes de prévention de tout un ensemble de maladies, entre guillemets, enfin maladies, non pas entre guillemets pour la dépression, mais prévention de l'anxiété aussi, par exemple, donc vraiment des effets bénéfiques. Donc il y a énormément de choses qui dépendent de nous. Donc, ce qui veut dire que si je fais un raccourci, on est responsable de notre bonheur et de notre malheur. Je pense qu'on est en partie responsable. J'ai bien dit en partie. Je crois que Sonia Lyubomirsky évalue à 40% la part qui nous incombe à nous. Ça veut dire que le reste, c'est quand même l'environnement, c'est la génétique. Il ne faut pas se voiler la face quand même. L'environnement, c'est un rôle important. À midi, il y avait un reportage à la télévision sur le burn-out en entreprise. Aller dire à quelqu'un qui est en situation de burn-out que ça dépend que de lui d'être en situation de burn-out et entre guillemets que c'est de sa faute. Donc ça, je pense que ce serait abusé. Non, forcément, il y a l'environnement qui dépend, qui va avoir un effet extrêmement important sur le bien-être et le bonheur de la personne. Mais après, une personne qui est en situation de burn-out, peut-être que ça vient aussi d'une pression qui est exercée sur elle. Les personnes qui exercent cette pression sur elles, ça dépend quand même d'elles de la relâcher, cette pression-là. Donc à un moment donné, c'est aussi s'inscrire dans une vision un peu plus humaniste peut-être au niveau du travail. Et moi j'ai quand même le sentiment que c'est un peu ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le dernier livre de Jacques Lecomte, qui n'est pas encore sorti, mais je sais qu'il va sortir ces jours-ci, où justement il se penche sur ce côté bien-être en entreprise, avec des entreprises qui développe des conditions qui permettent aux salariés d'être bien. Mais alors là, pour ça, je vous renvoie à son livre, pour le coup. Tout à fait. Puis on s'est rencontrés, donc je l'ai interviewé. Il suffit qu'il tape Jacques Lecomte, c'est quoi le bonheur pour vous, et tombons sur l'interview, et on en parle, effectivement. D'accord. Bah, voilà. D'ailleurs, je rebondis un peu là-dessus, parce que Pierre Rabhi, lui, il parle de sobriété heureuse. On n'en est pas très loin aussi, non? Je connais pas le concept, mais moi, ce que ça évoque en moi, c'est le fait qu'à un certain moment, on n'est jamais content de ce qu'on a et on veut toujours aller plus loin, quoi. Et on est dans l'idée du toujours plus. Vous savez, travailler plus pour gagner plus. Et je crois qu'à un moment donné, c'est pas forcément faire preuve d'un manque d'ambition que de se poser et de dire, c'est super, quoi. Faut profiter de ce qu'il y a maintenant. Et là, on serait proche, par exemple, de pratiques du type mindfulness, quoi, la pleine conscience, quoi. On est tellement parfois en train de courir après des choses, après des bonnes choses, qu'on oublie de voir ce qu'on a devant nous, quoi. Donc là, j'ai un copain, par exemple, il a monté une petite revue qui s'appelle Slow. Tout simplement en réaction au fait que dans la vie, tout va vite, quoi. On est stressé, on galope, on va à droite, à gauche, et puis on oublie de savourer les bonnes choses du quotidien, parce que des bonnes choses, il nous en arrive quand même dans une journée. Donc c'est quand même dommage de se priver de ça. C'est clair. Florence Servan-Schreiber a écrit un livre, Les 3 kiffs par jour, c'est la même chose. Oui. C'est clair. Et en plus, si tu fais le compte, je suis sûr qu'il en passe au moins une quinzaine de choses positives dans ta journée. Il y a énormément de choses positives qui se passent au quotidien, quoi. Alors il y a des choses positives qui se passent, qui sont liées à l'environnement ou à des personnes qui vont nous faire un sourire ou qui vont nous demander comment on va, qui vont s'intéresser à nous. Donc déjà rien que ça, des fois, ça suffit à faire qu'on ressent des émotions positives. Et puis des choses qui dépendent aussi de nous, comme
le fait de faire preuve de gratitude vis-à-vis de quelqu'un, ça nous fait du bien aussi à nous. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de faire de l'exercice physique ou alors le fait de travailler sur nos forces, c'est-à-dire ne serait-ce que de les connaître et de les utiliser dans les environnements auxquels on est confronté, quoi. Alors moi je pense, je réagis en fonction de la masse. Et ce que je vois, hein, c'est un constat peut-être très personnel, c'est qu'il y a un très fort conditionnement quand même sociétal, culturel, religieux, parental, éducation nationale, etc. On est quand même bien conditionné hein, dans nos sociétés respectives, quoi, dans les pays respectifs. Dès que tu veux sortir un peu des sentiers battus, bah, c'est compliqué parce que tu dois être déconditionné. Donc sortir de ce schéma où on t'a dit la vie, petit gars, c'est tout droit. Et donc quand tu réagis de manière globale, je me dis comment les gens qui nous écoutent vont se dire, ok, il a raison, mais moi, comment je fais demain? Alors ça, là, on est vraiment pile poil sur une problématique, pour moi, qui serait effectivement liée aux valeurs qu'on a. Et c'est là où on voit les limites, par exemple, de la psychologie positive, telle qu'elle est si on considère que c'est une importation massive de modèles nord-américains. Il y a des modèles nord-américains qui ne sont absolument pas adaptés à notre culture, à nous, que ce soit nous en tant que Français ou nous en tant qu'Européens. Ce qui fait qu'on a une psychologie positive européenne qui est en pleine émergence, quoi. Clairement, avec notamment Antonella Delle Fave, qui a été présidente du réseau mondial et qui a été présidente du réseau européen. Et puis moi aussi, j'estime que je fais partie de cette mouvance-là, où ça se traduit concrètement quand on valide des questionnaires nord-américains, eh ben, par une validation qui passe aussi par une adaptation culturelle, de manière à ce que ça mesure bien ce qu'on veut que ça mesure, mais que ce soit mesuré par rapport à notre culture. Alors, ça me rappelle forcément des choses, notamment avec Ilona Boniwell. Donc Ilona Boniwell, je ne sais pas si tu l'as rencontrée. Pas encore là. Bah, faut la rencontrer parce que J'espère bien. c'est une femme exceptionnelle. Il faut savoir que c'est quand même un précurseur en Europe. C'est elle qui a monté le premier master européen de psychologie positive appliquée. C'est elle qui a monté le réseau européen de psychologie positive. Donc voilà, elle est basée juste à côté de Paris, hein. Elle est à Mantes-la-Jolie. Et c'est vraiment une femme exceptionnelle. Donc ça, je te laisserai la découvrir. Je la connais depuis 2002. On s'est rapproché petit à petit parce qu'elle est venue habiter en France et on a commencé à travailler notamment sur le modèle des forces. Et on a développé un petit atelier pratique avec des cartes, donc ce qu'on appelait les cartes de force, avec lesquelles on peut travailler avec des personnes en face à face sur l'identification des forces, l'utilisation des forces, et ainsi de suite. Mais avant que ce jeu de cartes ne voie le jour dans sa version finale maintenant, là, on a beaucoup discuté. Et puis, Ilona, elle habitait longtemps en Angleterre, avec des enfants scolarisés en Angleterre. Et on discutait d'éducation. Et je lui disais, mais t'as pas idée, en France, on appuie là où ça fait mal. On a énormément de pression exercée sur les élèves. Et d'ailleurs, pour preuve, les élèves français, dans les différentes études nationales ou internationales, ressortent avec un niveau de bien-être qui est assez faible, quoi. Alors qui est faible en comparaison des autres, et puis qui est faible et qui va en décroissant. Par exemple, dans une étude qu'on a réalisée avec Fabien Fenouillet de Paris notamment, on a pu montrer que sur un ensemble d'indicateurs, entre le CM2 et la terminale, des indicateurs de bien-être chutent mais considérablement, alors que les émotions négatives, elles grimpent en flèche, quoi. Donc effectivement, on a un problème, quoi. Et j'ai vraiment insisté avec elle là-dessus, quoi, sur ce point-là. Ça, je pense que c'est une spécificité française. Elle me disait, mais non, quand même, t'exagères, mais c'était Elle dit quand même, ça ne veut pas être à ce point-là, quoi. Et là, il se trouve qu'Ilona, femme absolument exceptionnelle, qui est passée de 2 enfants à 5 en un an, donc c'est quand même balèze. En fait, elle s'est mariée avec un Français qui avait 2 enfants de son côté, ils en ont eu un ensemble, donc ça fait 5, le compte est bon. Et donc maintenant, ces enfants, qui sont de grands enfants, ont été scolarisés dans le système français. Et là, elle a compris la différence. Et elle a compris ce que je voulais dire. Effectivement, elle s'est rendue compte que le système français était extrêmement élitiste. Alors, c'est vraiment... c'est le jour et la nuit, finalement, on va dire. Alors, système anglais, il faut voir, mais système nord-américain, c'est clair. Le gamin, le moindre truc qu'il fait, tout de suite, c'est fantastique, c'est extrêmement bien, c'est génial. Le gamin, c'est le meilleur gamin du monde, voilà. Alors que nous, en France, on est beaucoup plus sur la retenue. Je pense qu'on est aux 2 extrêmes. Honnêtement, je pense qu'on est sur 2 extrêmes. Je pense que le modèle nord-américain, moi personnellement, ça me convient pas parce que l'enfant, il doit aussi avoir, à un moment donné, il doit être mis face à ses responsabilités par moment. Quand c'est pas bien, quoi. Voilà, point. Mais en revanche, c'est pas parce que c'est pas bien que c'est un tribunal et puis que forcément il y a un coup près qui doit tomber, quoi. Donc le système français où parfois justement c'est cette notion de coup près un peu qui tombe. Qui est souvent mis en avant, moi il ne me convient pas non plus. Donc je pense qu'il faut arriver vraiment à quelque chose qui soit plus un juste milieu,
à savoir valoriser les choses qui vont bien, et quand il y a des choses qui ne vont pas, être sur une logique de recherche de solutions. Ce que font d'ailleurs, on va dire pour moi, la majorité des enseignants quand même, il ne faut pas exagérer, la majorité des enseignants, pour moi, est focalisée sur l'idée de la recherche de solutions pour faire en sorte que l'élève progresse. Mais s'il y a une majorité qui est orientée comme ça, il y a aussi une minorité qui est orientée sur on va dire, un enseignement de type constat. C'est-à-dire l'enfant, il a 4 sur 20, puis on lui dit franchement, t'es pas bon, quoi, comme si on avait besoin de lui dire. Donc, et ça s'arrête là. Avec fréquemment, ce qui est évoqué, c'est le manque d'effort de l'enfant, le manque de motivation. Autrement dit, c'est l'enfant qui est responsable. On enseigne à l'enfant qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Alors que, je suis désolé, pour moi, un enseignant, un bon enseignant, c'est un enseignant qui va trouver des solutions pour faire en sorte que l'enfant progresse et lui proposer des solutions. Je ne dis pas que c'est facile. Si c'était facile, il n'y aurait pas d'échec scolaire en France. Donc évidemment, c'est complexe. Ça, je suis entièrement d'accord. Puis j'étais 18 ans enseignant dans le secondaire, donc je sais bien que c'est compliqué. Mais n'empêche que la logique, elle est là. Or, chez certains, c'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu comme si vous alliez chez le médecin et que le médecin vous disait vous êtes malade. Ouais, sans blague, si vous étiez pas malade, vous n'iriez pas chez le médecin. Donc ce qui vous intéresse, c'est le diagnostic et puis derrière l'ordonnance. Et en espérant que derrière, ça aille mieux. Eh ben, malheureusement, il y a certains profs qui se contentent de faire juste le constat, quoi. Ça va pas, quoi. De toute façon, forcément, il y a des choses que le gamin ne sait pas faire. Puisque s'il savait faire, si l'élève est en 5e et s'il savait tout faire, mais ce serait des gens en 4e. Donc par définition, il ne sait pas, quoi. Donc c'est tout à fait logique, quoi. Donc on enfonce un peu des portes ouvertes, qui fait qu'on a des débats très réguliers qui reviennent, par exemple, sur l'évaluation, quoi. Donc l'évaluation, est-ce qu'il faut mettre des notes, est-ce qu'il ne faut pas mettre de notes? Pour moi, le problème, il n'est pas là, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait de la note, quoi. Parce que la note, ça devient pratiquement un jugement de valeur sur la personnalité de l'enfant. Et c'est pas là, de mon point de vue, ça sert absolument à rien. L'évaluation, pour moi, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Dès lors que c'est pour faire avancer l'enfant, le faire progresser sans lui faire prendre des vessies pour des lanternes, pour moi, tout va bien, en lui donnant une chance de se rattraper. Alors, qu'est-ce que j'entends par chance de se rattraper? Et c'est ce qui entre pour moi dans le cadre de l'école bienveillante, c'est, imaginons, un enfant qui fait un contrôle en maths et qui a 2 sur 20. Il ne s'agit pas de lui dire que 2 sur 20, c'est bien, parce qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise ça, il sait très bien que c'est pas bien, quoi. Mais le message qu'on lui envoie, c'est que avec 2 sur 20, de toute façon, quoi qu'il fasse, il n'arrivera jamais à la moyenne. Sauf si on lui dit, écoute, t'as vu, là, bon, t'as marqué 2 points grâce à ça, par contre, t'en as perdu un certain nombre, parce que là, ça, tu ne maîtrises pas. Est-ce que, en ayant retravaillé, t'as compris les choses qui n'allaient pas? Dès lors que l'enfant dit oui, on peut très bien lui proposer, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de refaire un contrôle du même type, et je prends la meilleure des 2 notes. Est-ce que tu as envie de faire ça ou pas? Donc lui laisser une part d'autodétermination, c'est-à-dire lui donner le sentiment que c'est lui qui contrôle une partie des choses. Et là, de mon point de vue, on entre dans une logique bienveillante. Alors que là, en ce moment, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le gamin, il va avoir 2, et dans le meilleur des cas, on lui donne une chance de se rattraper, mais on fait la moyenne des notes. Alors pour le coup, le gamin, il est pas fou, il sait très bien que 2, derrière, pour avoir 10, il faut qu'il ait 18, quoi. Donc, et 18, ça va lui demander de tels efforts qu'il n'arrivera pas à s'engager, quoi. Il est pas fou, l'enfant, quoi. Donc, c'est une excellente transition, parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, l'éducation. Tu sais, on est en train de créer une école, moi j'appelle l'école de la vie, justement. C'est une école pour les enfants, c'est une école alternative. L'idée, c'est de proposer des solutions qu'on ne propose pas dans le cadre de l'éducation nationale, inspirées de Steiner, Montessori, Freinet, Summerhill, etc. Donc, c'est intéressant pour moi d'avoir ton feedback, justement, toi qui as été 18 ans au cœur de l'éducation. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de proposer un nouveau modèle en termes d'éducation? Alors, moi, je trouve que c'est une bonne idée, sachant que malheureusement, au fil du temps, on a l'impression que l'histoire, c'est un peu une boucle qui se reproduit et qu'on oublie des choses qui ont été faites, quoi. Et moi, ça, je trouve ça parfois un peu triste, quoi, parce que justement, Maria Montessori ou Steiner ou Célestin Freinet ou les livres aux enfants de Summerhill, il y a énormément de choses qui ont été produites, dont on va dire, dont l'efficacité a pu être attestée, quoi, et alors attestée en termes de quoi maintenant? Parce que c'est faut aussi s'accorder là-dessus. Attestée en termes de qualité de vie pour l'enfant et puis de qualité des apprentissages, quoi, parce que c'est quand même ça le but du jeu à l'école. Et malheureusement, il y a des pratiques qui se perdent et on est sur une école super élitiste malgré ce qu'on va en dire. Alors surtout au collège. Je pense que le maillon faible, c'est surtout au niveau du collège. Les profs des écoles font quand même globalement un super travail. Après, il y a le collège où c'est très élitiste, et puis après, le lycée, entre guillemets, les dés sont joués, quoi. Donc, alors moi, je trouve que ce serait effectivement quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, ça va un peu dans le sens du livre qu'on vient de publier avec Ilona Bonniwell, pour des ados motivés, les apports de la psychologie positive, où justement, on fait un petit peu
Alors à la fois une recension de choses qui existaient, mais une recension très brève, parce que chez Audit Jacob, ils ont voulu quand même qu'on fasse que cette partie-là soit la plus courte possible, mais la partie qui est publiée, ce n'est qu'une partie de tout ce qu'on avait recensé comme travaux. Et puis derrière, les apports réels de la psychologie positive, donc des choses vraiment novatrices, et puis derrière aussi des choses qui sont revisitées, des choses qui existaient déjà, mais qu'on a voulu revisiter pour les remettre un peu au goût du jour. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, on est sur un système de punition-récompense beaucoup. Hein, pardon, la note en fait tout à fait partie de ça, justement. Bien sûr. C'est pour ça que moi, pour moi, la note, c'est pas le problème. On peut mettre un système vert-rouge. Si on s'en sert de la même manière dont on se sert de la note à l'heure actuelle, bah, ça changera absolument rien, quoi. Je veux dire, moi je me souviens quand j'ai démarré l'enseignement au lycée professionnel, on était lycée professionnel expérimental et on avait un système de formation en contrôle continu. C'est-à-dire les enfants, les élèves avaient chacun un livret d'évaluation sur lequel on avait une évaluation par compétence. Je parle de ça, c'était en 86, et l'évaluation par compétence, c'est complètement actuel en ce moment. Donc on voit quand même qu'on a un peu tendance à tourner en rond, parce que nous, on était lycée expérimental, lycée professionnel expérimental, au bout de 3-4 ans, ça a été abandonné, et puis là, ça revient au goût du jour. Enfin bref, ce qui était intéressant, c'était que cette évaluation par compétence permettait à l'élève de regarder où il en était de son livret d'évaluation. Quand il avait une compétence qu'il considérait avoir acquise, il le disait, je procédais à l'évaluation et je validais. Et l'élève, il suivait son cursus de cette manière-là, quoi. Et je trouvais que c'était vraiment super intéressant. Alors par contre, par exemple, il y avait une compétence à s'informer. Là où ça devenait compliqué, c'est que par exemple, en éducation physique et sportive, il pouvait avoir acquis cette compétence, alors qu'elle n'était pas acquise en maths, par exemple, ou en français. Donc c'est vrai que là, à partir de quand on considère que la compétence est acquise. Donc du coup, ça amenait à avoir un travail d'équipe très fort. Mais un travail d'équipe au service de l'élève, et puis au service aussi de sa qualité de vie au quotidien. Alors c'est vrai que c'est en 86, finalement cette problématique du bien-être, elle n'était pas ressortie aussi fort que maintenant. Maintenant, elle ressort fort parce qu'il y a des enjeux de société, quoi. Enfin, faut quand même savoir qu'en France, jusqu'à il y a très récemment, les chiffres, c'était 11 000 morts par suicide en France, quoi. 3 fois plus que par accident de la route. Enfin, c'est quand même incroyable. Des taux de dépression chez les enfants qui sont absolument phénoménaux, quoi, en France. Donc, alors qu'on est quand même un pays où on a une bonne qualité de vie globalement, donc c'est pas normal qu'on en soit là. Non. Et le point commun pour les personnes adultes actuelles, là, c'est qu'elles sont passées par l'école. Du coup, à l'école, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Et je pense qu'on peut proposer des choses du type de ce que propose Ilona Boniwell à travers un programme d'éducation positive qu'elle a conçu. C'est un programme d'éducation qui repose sur l'idée qu'on peut renforcer la résilience des enfants à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui leur est utile pour toute leur vie après. Mais il n'y a pas que ce qu'elle propose, elle. Il y a aussi d'autres travaux avec d'autres types de programmes. Et puis, Céline Alvarez. Pardon ? Céline Alvarez aussi qui a fait un bon travail, quoi. Céline Alvarez, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une éducatrice aussi qui a été 4 ans, je crois, dans le cadre de l'éducation, et qui est sortie de là parce qu'elle n'a pas réussi à changer les choses. Mais du coup, elle propose un modèle un peu différent, justement, pour accompagner les enfants. Oui, si, ça me parle. Mais il y a des travaux en Nouvelle-Zélande aussi. Il y a des travaux aux États-Unis avec un programme qui a été mis au point par Martin Seligman, programme qui est d'ailleurs vendu maintenant à l'armée pour prévenir du stress post-traumatique. Enfin, il y a énormément de choses qui existent. Il y a qu'en France, on a tendance à voir des choses qui résistent un peu. Alors, c'est un peu logique dans la mesure où on a un système de préparation à la profession d'enseignant qui est un moule. Et c'est un moule parce que c'est un concours. En fait, le concours, c'est un moule, quoi. Il faut entrer dans le moule pour être reçu. Et du coup, on a pas mal d'étudiants qui ont du mal à prendre du recul aussi par rapport à ce moule. Alors, ce qui fait que, moi, ça m'est arrivé d'avoir des étudiants de l'école normale supérieure, éducation physique et sportive en cours, et de les amener à chercher à développer leur esprit critique. Ils sont incapables de développer un esprit critique. C'est-à-dire que, très clairement, quand on est fonctionnaire, enseignant, fonctionnaire, donc on a une mission de service public, on doit respecter des textes, donc les textes qui nous disent ce qu'on doit enseigner, pas forcément comment, mais ce que l'on doit enseigner aux élèves, de manière à ce qu'un élève qui a le bac, qui a une 15 en EPS, à Rouen, il est aussi 15 par exemple à Montpellier. C'est pas parce qu'on change d'académie que forcément la note elle change. Donc c'est pour ça qu'il y a des textes officiels qui régissent les épreuves d'éducation physique et sportive, donc ils doivent à la fois être capables, de mon point de vue, de connaître les textes sur l'éducation physique et sportive, mais pas que, sur l'école, les nouveaux textes qui sortent sur le nouveau collège, par exemple, où là, il y a une carte à jouer pour l'éducation nationale, donc connaître ces textes-là, mais aussi être capable de prendre du recul par rapport à ces textes et d'en voir les avantages, d'en voir les inconvénients. C'est-à-dire que, tout en restant dans ce qu'on attend d'eux,
être capable de se montrer créatif pour permettre aux élèves d'atteindre les objectifs qu'on attend. Et ça, parfois, on a beaucoup de difficultés. Alors, par quoi ça se traduit? Par exemple, un élève qui est en situation difficile à l'école, très classiquement, c'est parce que l'élève il n'est pas motivé, parce qu'il ne fait pas des efforts, et ainsi de suite. Alors que ça, quand on dit ça, c'est forcément de la faute de l'élève, entre guillemets. Donc, ça, c'est du ressort de l'élève. Alors que normalement, ça devrait être du côté du prof, le prof devant se montrer créatif quant à sa capacité à comprendre ce qui se passe pour apporter des solutions. Mais c'est vrai que c'est pas facile, ça, je reconnais que c'est pas simple. Mais n'empêche qu'il y a cette espèce de moule dès le départ qui fait que, du coup, les élèves, quand ils sont à l'école, ils sont avec une personne qui a été dans un moule, qui est passée à travers un moule, et il leur impose un peu ce moule. Donc, pour rattraper le fil de ce qu'on disait justement en amont, on parle de ce conditionnement. À mon sens, l'école, c'est peut-être 50% de notre conditionnement. Donc, s'il y a quelque chose à changer pour que les gens tendent vers le bonheur ou vers un bien-être je sais pas, plus important, ça me paraît tellement évident de changer de ce qu'on propose à l'éducation. Moi, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Puis là, moi, ça n'engage que moi, mais n'empêche que c'est quand même ma conviction. On a une école moyenne pour des enfants moyens. Dès que l'enfant sort un peu en haut ou en bas, on ne sait pas le prendre en charge. Si l'enfant, par exemple, est Asperger, on est incapable de le prendre en charge. S'il est dyslexique, on ne sait pas le prendre en charge. Et puis, de l'autre côté aussi, si c'est un enfant à haut potentiel, on ne sait pas non plus le prendre en charge. Et souvent, on a plutôt tendance à lui rogner les ailes, quoi. Et ça, c'est absolument anormal. Parce que, alors, qu'est-ce qui est anormal? Par exemple, je vois sur une ville comme Angers, pour des enfants à haut potentiel, il n'y a que les écoles privées qui permettent un accueil de ces enfants-là. Moi, en tant que agent de la fonction publique, ça me gêne énormément, quoi. Ça, je trouve que c'est pas normal. Et puis après, il y a deux choses qui sont, de mon point de vue, extrêmement importantes. C'est d'un côté, la manière dont les profs sont managés. Et je me souviens d'une question qui m'avait été posée il n'y a pas très longtemps sur comment serait ma vision d'une école idéale, d'un collège ou d'un lycée idéal. Et moi, j'avais répondu très simplement que pour moi, un établissement scolaire idéal, ce serait un établissement dans lequel on aurait une administration au service des enseignants, avec en retour des enseignants au service des élèves. Ça, pour moi, ce serait vraiment le top du top. Et j'ai failli m'orienter vers la profession de chef d'établissement, d'ailleurs. Ça, si j'avais été chef d'établissement, c'est comme ça que j'aurais vu les choses. Et du coup, la personne à qui j'ai dit ça m'a dit, mais c'était Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza qui m'a dit, mais pourquoi? Est-ce que ça se passe pas comme ça? Je lui ai dit, bah non, parce que parfois on a l'impression d'avoir une administration qui fait tout pour mettre des bâtons dans les roues aux enseignants, et les enseignants, en retour, ils font tout pour mettre des bâtons dans les roues aux élèves, quoi. Et ça, c'est vraiment pas normal. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Mais le deuxième point, c'est que ça, il y a des chefs d'établissement qui le cassent. Par exemple, il y a Patrick Forestier. Patrick Forestier, c'est un chef d'établissement qui est dans un collège à la Réunion. Alors, c'est le collège des Tamarins, je crois, à la Réunion, qui est un collège difficile. Alors lui, carrément, il a autorisé Yvan Paquet, donc, qui est le président de l'association de psychologie positive de l'océan Indien, donc président de cette association-là, qui est maître de conférence à La Réunion. Il a autorisé Yvan Paquet à tester les effets du programme développé par Ilona Boniwell, programme d'éducation positive, dans son établissement. Et lui suit la formation au DU de psychologie positive qui a été montée à la Réunion, quoi. Et c'est un chef d'établissement qui est non seulement qui est ouvert, mais en plus qui veut des choses novatrices pour ses élèves, quoi. Et qui se met au service de ses enseignants. Voilà, quoi. Lui, c'est un super chef d'établissement. Mais j'ai eu dans ma carrière, j'ai peut-être eu 6 ou 7 chefs d'établissement. Il y en a eu un qui était super, quoi. Quand j'étais en lycée pro, il était vraiment exceptionnel, quoi. Mais après, dans les autres, il y a eu des moments où on voyait bien que pour eux, manager un établissement, c'était exercer un pouvoir sur les enseignants, quoi. Et les enseignants, en retour, enseigner, c'est exercer un pouvoir sur les élèves. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est évident. Ouais. Pour essayer de les défendre, est-ce que c'est pas lié aussi justement au conditionnement qu'on a eu? Tu vois, c'est très pyramidal. Ouais. En France, c'est vrai que c'est très pyramidal, avec après un chef d'établissement qui dépend du rectorat, un rectorat qui dépend du ministère, et ainsi de suite. C'est vrai, mais si on est comme ça, on a forcément des systèmes de pression qui s'exercent, et qui est-ce qui paye les pots cassés en bout de ligne? C'est l'élève. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, donner de l'autonomie aux établissements scolaires à travers les derniers textes qui sortent sur le collège notamment, ça pourrait permettre de libérer un peu les choses de ce point de vue-là. Après, je pense qu'il faut être optimiste par rapport à la manière dont ces réformes vont être accueillies à la fois par les enseignants et puis par les chefs d'établissement, quoi. Voilà, je pense qu'il faut jouer la carte à fond, parce que je crois que
Pour un enseignant, être au service des élèves, c'est absolument déterminant. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. La dernière fois, c'est vrai, c'est pas facile, on amphi 200 étudiants. Alors je leur ai dit, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, quoi. C'est vrai, si vous n'étiez pas là, je serais pas là. Mais ça veut pas dire que je suis leur larbin. Je leur ai dit, si vous m'envoyez un mail, je répondrai toujours, je serai toujours là pour vous. Mais il y a cette notion de service qui est vraiment importante. Et je pense que dans un établissement scolaire, c'est la même chose. Le jour où il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de profs, quoi. Mais ça devrait aussi être sur l'échelon supérieur, le jour où il n'y a plus de profs, il n'y a plus de chef d'établissement, quoi. Et on devrait avoir un travail où tout le monde, enfin on devrait dans une logique où tout le monde travaille ensemble et avec un travail qui est complémentaire. Or, par moment, on a vraiment des fois le sentiment qu'il y a des échelons de pouvoir, quoi. Tu penses qu'on va y arriver? Oui, parce que les choses, de mon point de vue, elles changent. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que les choses changent? Je vois certains des étudiants que j'ai à Rennes. Alors, je pense surtout aux étudiants profs des écoles. Il y en a qui sont brillants, quoi, et qui se questionnent et qui osent essayer des choses et qui ont une vision bienveillante de leur enseignement. Par exemple, ils vont dire que dans leur classe, c'est bruyant. Ils sont en stage, la classe, elle est bruyante et tout. Alors, ils disent quand même, moi, ma classe, elle est bruyante. Il y a des collègues, il n'y a pas un bruit dans la classe. Je dis, bah ouais, mais n'empêche que là où c'est bruyant, ça veut dire que la classe, elle vit et que les enfants, ils sont épanouis parce qu'ils peuvent s'exprimer. Alors que de l'autre côté, quand il n'y a pas un bruit, c'est la dictature, entre guillemets, quoi. Donc, c'est pas ça qui va permettre aux élèves de prendre la parole en public. C'est clair. Est-ce que tu aimes bien les citations? Est-ce que j'aime bien les citations? Oui, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Okay. Parce que j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Voilà. Alors, il y a une citation pour laquelle, mes copains, dans laquelle mes copains me reconnaissent, c'est tout ce qui ne me tue pas me rend fort. Et c'est arrivé dans un contexte un peu particulier, mais ça, c'est une citation effectivement que j'aime bien, parce qu'elle suppose justement cette capacité à un moment donné à rebondir et puis à repartir même face à des situations difficiles, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Charles Martin. C'est un plaisir, un grand plaisir. À bientôt.